Et bonjour. Alors aujourd'hui, une petite journée un peu particulière. On avait essayé des petits katas, notamment en Rust, et on s'était aperçu qu'on n'y connaissait quasiment rien. Du coup, l'idée aujourd'hui, ça va être d'aller checker, en fait, d'apprendre un petit peu les bases du langage. Et en général, pour à peu près tous les langages, il y a des exos assez intéressants, enfin que moi je trouve intéressants, qui s'appellent les koans, qui sont un peu basés sur du TDD. Donc le but c'est de faire passer les tests. Et il y a un repo, donc là je vous l'affiche là, donc un repo GitHub avec des koans Rust. Euh, Rapidement, alors on va directement basculer dans l'IDE. Ça doit être celui-là. Et on va remonter la fenêtre de l'IDE par-dessus. Ok, parfait. Donc c'est un IntelliJ IDE avec le plugin Rust, tout bêtement. Et on va se baser là-dessus pour lire les exos, pour voir ce qu'on a à faire. J'ai déjà fait à peu près toutes les installs, pour vous épargner ça. Ça ira plus vite. Et dans l'idée, donc les Rust, c'est quoi? On a un ensemble de fichiers, on va traiter, on les voit ici, hein, on va traiter les additions, les arrays, les booléens, les hashmaps, les entiers. Le concept de ownership qui est propre à Rust, avec le borrowing. On verra ça ensemble si on a le temps, j'espère. Les strings, les structs. The truth, ça doit être tout ce qui est booléen. Ah non, on a déjà un booléen, donc on verra bien. Les traits et les vecteurs. Et ce projet-là, en fait, donc il faut installer Rust. Si on vérifie Rust C version, j'ai installé pas du tout. Alors je l'ai dégagé du pass, visiblement. Ça arrive, hein, vous inquiétez pas. On va ressourcer l'env. Ok, donc on est bien en Rust 1.51. Tout va bien. Et ils nous disent, en fait, si on veut lancer lancer le projet, on va juste faire un cargo run. Donc cargo, apparemment, c'est l'outil de packaging de Rust. Donc si on fait cargo run, on voit qu'il compile des trucs. Alors qu'est-ce qui se passe? En fait, il nous a créé normalement un fichier qui doit s'appeler pass to enlightenment. Ah, ça apparaît. Le voilà. Il nous a créé ce fichier-là. Et il va lister des koans dedans, au fur et à mesure qu'on résout les précédents. Donc en gros, là il nous dit qu'il y a une erreur dans cette assertion-là, qui est dans la partie The Truth, ici. Donc je suppose, pour faire passer ce test, une assertion en général, elle prend un booléen. Un booléen valeur true-false. Donc on va devoir remplacer ça par true, je suppose, et on va relancer notre cargo run pour relancer l'exécution des tests. Alors le test s'est bien passé. Ahead of your lies addition. Eternity lies ahead of us and behind. Your path is not yet finished. Il nous dit qu'on a encore du boulot. J'imagine qu'il a mis à jour, effectivement, le path to enlightenment, qu'on voit ici. Et si on relance, il devrait planter sur l'addition. C'est bien le cas. Donc voilà, ça va être du ping-pong comme ça. On va avoir un test qui va casser. On va aller modifier ce test pour le faire passer. Et ensuite, on va partir sur de nouveaux tests en suivant. Donc là, on va aller voir le fichier addition.rs. Jusqu'ici, ça devrait aller. 1 plus 1 égale 2. Donc quand on a des double underscore, on va juste les remplacer bêtement. Je sauvegarde. Je lance cargo run. Et ça passe. En face de nous, on a les booléens.
l'éternité est allongée, enfin, s'ouvre devant nous et derrière. Pas fini notre chemin. Je l'ai relancé, on a plein de tests qui foirent. Si on va voir dans notre fameux Path to Enlightenment, on est passé sur les booleans. Donc on va aller ouvrir boolean. Donc les booléens peuvent avoir deux valeurs, true ou false. Deux valeurs égales vont retourner true. Quand on les compare, donc l'idée là c'est de checker les égalités visiblement. Donc true égale false, donc ça ressemble à une comparaison. Que nous dit notre IDE? Ok, il nous dit qu'il y a eu un assert EQ qui existe à la place de juste la méthode assert. On ne veut pas le faire vu que justement on veut tester l'égalité ici. Donc de la même façon, deux valeurs différentes vont retourner faux quand elles vont être comparées avec égal. Donc on a l'opérateur différent qui peut être utilisé pour retourner vrai à la place. Ok. Alors les strings peuvent être aussi comparés et vont retourner un booléen. Donc je suppose que ici on veut toujours vrai, donc on veut retourner stuff. Et des entiers peuvent être comparés tant qu'ils sont du même type. On va essayer de relancer nos codes. Ok, pour l'instant, très simple. J'espère que ça va se corser un petit peu, qu'on va avoir des concepts un peu plus sympas. Donc apparemment, il y a les heurés en suivant. Je vérifie un vite fait, mais à mon avis, on va aller voir les heurés. Tout à fait. Donc si on va voir nos arrays. Alors, les éléments d'un array. Les éléments d'un array peuvent être accédés avec leur indice. Donc par exemple, pour accéder au premier élément, ce sera très certainement array de 0. Alors, on note la syntaxe, donc let pour déclarer une variable. On peut exprimer on peut ou on doit, je sais pas, exprimer le type ici. Donc c'est un tableau d'int sur 32 bits dans lequel il y aura 5 valeurs. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Donc un nouveau array de taille fixe peut être créé en déclarant les types de ces éléments, de même que sa longueur. Donc là, on en veut 0, donc on le disait juste avant, hein, on va définir que c'est du i32. Après, on pourrait faire autre chose que du i32. Hein. On est fou. i64 et un 0. Donc celui-là a une taille de 0 et on s'assure que sa taille fasse 0. A priori, on doit être bon. Un peu plus de place ici. Et on doit pouvoir en gagner aussi ici. Alors, le fait de tenter d'accéder dans un array à un index qui est en dehors de l'array va causer une erreur. Causons cette erreur dans cet exemple. On voit bien le Schulpanic ici, qu'on s'attend à avoir une erreur. Donc, on va tester, je suis pas sûr, je sais pas ce qui se passe avec des positions négatives dans un array. Suivant les langages, ça fait des trucs différents, donc on va tester ça. On pourrait mettre 10 aussi, vu qu'il n'y a que 5 éléments dans l'array. On pourrait très bien lancer à chaque fois notre target de compilation et voir si on a fait passer les précédents ou pas. Là, typiquement, on plante sur un underscore, donc je suis à la ligne 34, qui est juste ici. Donc je suppose que ça a marché pour les autres cas. Les éléments peuvent être remplacés à un certain index. Astuce, sans le keyword mute, vous ne serez pas capable de changer de la donnée.
Donc là, on définit que l'array est mutable. C'est un nouveau concept du langage. C'est des unsigned de 8. Donc on doit aller que jusqu'à 255, je suppose. Pour information. On veut que le array, ce soit 0, 1, 2, 3, 0. Donc là, a priori, ça va être le dernier index de l'array, donc le 4, qui sera égal à 0, je suppose. 0, 1, 2, 3, 4, ça a l'air pas mal. Donc on va réaffecter dans notre array à l'index 4. Alors, on peut itérer sur les arrays. Alors, on définit un array de taille 3. On construit un itérateur mutable. Array.iter. Donc, il y a une méthode iter sur les arrays qui permet d'avoir un itérateur sur l'array. Bonjour Nenia TV. Alors, du coup, itérateur.next.unwrap. Et donc là, je suppose qu'on va avoir 3, puis 2, puis 1. On va avoir les 3. À chaque fois qu'on appelle next, on va prendre l'élément suivant du array. Donc les arrays peuvent être aussi mutés pendant l'itération. Alors... somme de 4. Donc on peut les réaffecter visiblement. Alors ici on a une fonction map qu'il va falloir appliquer. On veut x2 en fait, hein, pour passer de 2 à 4, de 5 à 10. Par contre, je n'ai aucune idée de la syntaxe. Il va falloir qu'on trouve ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça non plus. Ah. On va regarder si on en trouve d'autres. Non, là, il s'attend à avoir un prédicat. Là, on a un truc qui ressemble à quelque chose. Donc là, typiquement, on passe une liste. Donc il est capable d'inférer le type. On va essayer un truc un peu comme ça. On va voir. Ok. Donc visiblement, ça va être entre pipe, le paramètre, et à droite, enfin sur la suite, le code qu'on veut exécuter. On va checker, on va aller voir si on a avancé. Donc, si je reviens à la première erreur, on a la ligne 63, donc c'est bon. On a passé le test. Ok, donc maintenant on sait comment passer une fonction en paramètre. Ici, on veut filtrer les éléments et on veut que les paires, visiblement. Donc on va faire le même principe qu'au-dessus. Et on veut que x mode 2 égale à 0. Ok, on passe à la ligne 73. On est bon. Donc les méthodes filter et map peuvent être combinées pour faire les deux à la fois. C'est ce qu'on appelle un filter map. Typiquement, là on fait un if-else qui va correspondre à notre filter. Si on retourne none, visiblement, on va filtrer les éléments. Si on retourne somme, ça ne sera pas le cas. Donc ça retourne l'équivalent d'un optional qu'on a dans d'autres langages, qui peut être soit somme avec la valeur, soit none sans rien. Ok. Alors c'est marrant parce que du coup, il mappe ça avec somme en sortie. Intéressant. Donc qu'est-ce qu'on doit changer là-dedans? C'est le somme qui est ici, et c'est là qu'on va appliquer notre conversion. Donc là, on veut passer à 3 et 3. Si if égale 1, bah, du coup somme de 3, hein, par exemple. Soyons fous.
Et relançons nos tests. Ok, on est pas mal. On passe à la ligne 89. Ici. Donc, on peut utiliser une logique plus complexe aussi. Donc là, on refait un filter map sur X, qui est l'élément du tableau qui nous est passé. On le convertit en F64, qui doit être un float 64, je suppose. On en fait la racine, et on le flore. On l'arrondit à l'inférieur. Si c'est égal à... Ok. Donc en gros, si leur racine fait un nombre entier, c'est ça l'idée, hein. Ouais. Donc si leur racine est un nombre entier, ce qui va être le cas du 4, ce qui va être le cas du 16, on va retourner la racine directement. Sinon, on va rien retourner. Donc ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On devrait avoir un somme de 2, somme de 4. Les deux autres, ils satisferont pas la condition if. Donc on peut aussi itérer à travers un array en utilisant une for loop, une boucle for. Donc on définit notre array avec 3 éléments, 1, 2, 3, une variable mutable y, donc c'est bien, si on n'a pas mute par défaut, la variable est finale, elle ne peut pas être modifiée, elle ne peut pas être réassignée. D'ailleurs, elle n'est pas réassignée ici. C'est étrange. Donc on peut traverser en faisant une for loop. Qu'est-ce qui s'attend à ce qu'on mette ici? Justement, il va falloir le réassigner, je pense, ce y. Donc on veut que la valeur du pointeur de x, là, soit égale à y. Et ici, je suppose qu'on veut que y soit égal au array. On voudrait l'assigner à la valeur suivante du array, mais... on n'a pas de pointeur dessus. On peut faire une blague. On peut tenter un truc comme ça. Donc le premier coup, il vaut 1. Du coup, quand on va le re-affecter, il vaudra 2. Et le deuxième coup, on va passer. Quand il va... donc on va prendre l'élément 1. Quand il vaudra 2, on prendra le dernier élément. Ça devrait marcher, je pense. C'est un peu une petite feinte. Donc si on le relance, notre première erreur se situe ligne 111. On avance, on avance. Donc on sait à peu près écrire des méthodes. On sait accéder à des arrays, appliquer des méthodes dessus. On avance. Donc essayons d'itérer sur un array de strings pour construire une phrase. Donc, démo, c'est un tableau. Alors c'était static string, des références à des static strings. Donc la syntaxe là, on se la met dans un coin de la tête, mais pour l'instant on ne sait pas trop quoi en faire. I love Rust. Donc on définit sentence qui est une variable mutable de type string et on l'initialise à un string vide, je suppose. Pour chacun des mots dans notre itérateur sur notre liste de mots, je ne sais pas si ça va être ça, mais j'aurais tendance à dire un truc comme ça. Et on va afficher la phrase et on va assert que la phrase soit I love Rust, mais il manque des espaces entre.
Non, c'est pas tout à fait vrai, en fait, ce que je suis en train de faire. Hmm. Parce qu'ici, en fait, on veut quand même des... On veut des espaces entre les éléments. Mhm. C'est bien un string. Ah, ça m'embête. Bon, on va faire la solution naïve qui va pas marcher. Ah, c'est intéressant. Donc on a une erreur au début. On va y revenir. C'est marrant qu'il me la sorte que maintenant, par contre. Donc ici, il ne sait pas gérer des entiers négatifs en tant qu'index. Donc ça doit être des... L'index doit être non signé, je suppose. Donc on va mettre une valeur plus grande que la taille de l'index. C'est intéressant. Il y a des langages qui permettent de partir de la fin du array, par exemple. Là, c'est pas le cas. Par contre, il vérifie qu'on a bien un entier positif là-dedans. Intéressant. Donc, hop, on n'a plus que 3 erreurs. La première étant à la ligne 89, ici. Il s'attendait à un U64 et il a trouvé une enum de type option. Intéressant. L'itérator qu'il y a ici, est-ce qu'il est bien du même type qu'au-dessus? Pourtant, on retourne bien un somme de x ici. Enfin, un somme de tout ça, là, qui sont des U64. Et au-dessus, on avait des U8. Donc lui, hein, si je comprends, il s'attend à avoir ça. Ce qui me perturbe, parce que je pense que ça devrait pas. Mais apparemment, c'était bien ça le problème. Alors pourquoi dans ce cas-là, on a du somme et dans l'autre, on n'en a pas? Dans les deux cas, on fait un filter map avec un itérateur du 64. Ça va dépendre du type de la méthode. J'ai pas moyen de le savoir. Item égale et U64. Et ici on retourne une option. Et dans l'autre cas, on retourne... Ah, c'est marrant ça. Pourtant, on fait bien juste array.iter.filterMap et on les convertit pas derrière. Je suis perplexe. Sum else none. Et on a juste un if. Mhm. Je pense qu'à un moment donné, je ferai un appel à un ami parce que celui-là, je le comprends pas. Donc, je le note. On a les tests qui passent en faisant ça. Mais ça me perturbe que ça marche. J'aurais pensé que ça ne devrait pas marcher. Et donc l'erreur suivante se produit à la ligne 101 qui est ici. Donc, les slices à un index sont de type... Ah, en fait, il ne sait pas prendre. Donc lui, c'est un U64. Et il s'attend à avoir un unsigned 32, je suppose, pour accéder à l'index.
Du coup, il faudrait qu'on fasse la conversion. Donc, est-ce qu'on peut le faire un as U32 ici? Pas du tout. Donc le trait slice index de U64 n'est pas implémenté pour U32. C'est pour ça que j'ai essayé de lui passer un U32 en fait. Donc c'est bien qu'on essaie d'accéder à l'index de U32 pour U64. C'est pas comme ça qu'on accédait à un array? On va essayer de vérifier. Donc c'était au-dessus. Pourtant, array de 0. Et 0, c'était bien... C'est le seul moment où on y accédait. Là aussi. Et à chaque fois, on y passe, nous, le nombre. Donc, on n'est pas très sûr de son type. J'ose espérer qu'il y a plus de 8 caractères dedans. 8 caractères de 8 bits dedans, sinon on n'aurait pas beaucoup d'index sur les arrays. Donc là, des fois, on a du U16. Ça, c'est les valeurs qu'on y met dedans, donc ça n'a pas d'incidence, je pense. U8, U64. Donc pour moi, ça, c'était la façon de convertir dans un sous-type. On le fait beaucoup dans les méthodes de filter, donc ici, par exemple. Donc là, typiquement, le X qui était un U64, on va le convertir en F64. Je vais essayer de rajouter des parenthèses, mais j'y crois pas un seul instant. Slices indices or of type usize. C'est carrément un type à part usize, visiblement. Qu'est-ce qui se passe si on essaie un truc comme ça? Ça me paraît bizarre, hein. Mais ça a l'air pas mal en fait, mais non, j'ai une erreur à la ligne 15 sur un array qui a été potentiellement non initialisé. Oui, mais en même temps, il a une taille de 0. Désolé, j'ai le petit chat qui demande des caresses. Alors... Lui, il marchait tout à l'heure, hein. En même temps, il faudrait probablement l'initialiser avec une liste vide, je suppose. On va y arriver. Donc il arrive carrément pas à compiler à cause de l'exception. Ici. Mhm. C'est gênant. C'est très gênant. Alors, est-ce qu'on peut essayer de refaire un cargo run avec le verbose pour voir, comme il nous conseille? Alors, les erreurs sont assez intéressantes hein, pour le coup. Error, this will cause panic at runtime. Et c'est exactement ce qu'on veut en fait.
Donc en fait, c'est une option du compilateur par défaut qui s'appelle Deny Unconditional Panic, pardon, qui est actif par défaut. Est-ce qu'on a moyen de la désactiver? Parce que là, on a bien le Should Panic ici. Donc si on permet les Unconditional Panic, alors je triche un petit peu, mais je ne vais pas rester bloqué là-dessus, ce serait un peu con. Ok, donc là on arrive bien sur notre problème de I Love Rust, où où il nous manque des espaces. Ah, c'est mieux ça. J'ai pas vu. Donc on a encore 2 tests en carafe, hein, pour info. On va aller voir. Je vais enlever le verbose, pardon. Je vais enlever le verbose pour vérifier. Donc c'est bien no for loops. On a I Love Rust. Et on voudrait I Love Rust avec des parenthèses. Alors un truc qui m'embête, moi je veux bien les concaténer et rajouter un espace. Mais si on fait ça, on va avoir un espace de trop à la fin. Euh... Non, c'était len. Est-ce qu'on a moyen d'avoir la taille de... Dans let println? Non. Pas la size non plus. C'est marrant que j'ai pas d'autocomplétion dessus. On va vérifier les if là. Donc on a if x égale 1, et sur les arrays, on a array.len. Y'a pas un truc comme ça? Et donc, pour nos if else là, comment ça marchait? If condition, et du coup c'est dans des accolades, hein, on dirait. Donc dans le cas... Sinon, juste le Word. J'ai pas beaucoup mieux, donc on va commencer par ça, on va voir ce que ça donne. To pound. Alors. Sentence. Donc là, il aime pas. On peut pas utiliser plus pour concaténer deux strings de type str. Donc effectivement, par défaut, c'est des static strings ici. Et ici, on utilise du static strings. ToHound peut être utilisé pour créer une string ownée à partir d'une référence de string. Donc tout ça, c'est des références sur des strings. La concaténation de string va ajouter la string à droite de la string à gauche et aura potentiellement besoin d'une réallocation. On va avoir besoin du ownership de la string à gauche. Donc, on fait du moche. On peut faire un toHound là-dessus, comme ça, cette string nous appartient et on peut y concaténer ce qu'on veut. Ça, le concept de base. Si on fait ça, ça devrait tourner. Ça me plaît pas du tout. Ça tourne toujours pas.
Ah, ça donne un string. Et il faut déréférencer ça, c'est ça? Ça se complique, hein. Pour later, use here. Ok, donc, il aime pas qu'on l'affecte ici. Donc ça me plaît pas, hein, on est en train de faire un truc bizarre. On n'a pas des trucs comme ça par hasard? J'ai pas l'impression, hein. Quel dommage. Donc si on avait déjà un élément, on voudrait mettre un espace, puis le mot, et sinon mettre juste le mot. On va essayer de déconstruire ça. Ok. Et donc, ici, eux, ils nous disent de mettre ça dans une variable temporaire. Donc, let... truc comme ça, mais ça me paraît bizarre. Qu'est-ce qui lui va pas ici? Il faut un point virgule, je suppose. Toujours pas. Alors, c'est le et étoile qui ne l'est pas, je crois. On va finir par y arriver, hein. Créer une variable temporaire qui est libérée alors qu'on l'utilise encore. C'est-à-dire, pourquoi elle serait libérée? Bon, on va tricher, on va aller voir l'explication. Avec le compilateur, il est complètement fou. Alors, une valeur temporaire, on perd sa valeur tant qu'on a encore un emprunt qui est actif. Exemple de code foireux. Let p égale de barre de et fou. Donc l'expression est fou, emprunte l'expression fou. Étant donné que foo est un appel à une fonction, ça nous crée un temporary qui stocke le retour de la méthode foo, de telle sorte qu'on puisse l'emprunter. On peut imaginer que let p égale barre de foo est équivalent à ça. Donc c'est comme si on faisait let p, let temp égale foo, je suis d'accord, et barre de tmp. Ok. Et à ce moment-là, on vide tmp, étant donné qu'on quitte ce bloc de code-là. Donc là, ça ne marchera pas. Ok, je crois que j'ai compris. Je pense qu'il faut que je déclare la variable au-dessus pour que son scope soit plus grand. On va essayer. Parce qu'ici, en fait, je la perds. Ah non, pourtant
Pour moi, elle devrait rester pendant tout ça, là. On va prendre ça. Là, on commence à faire beaucoup de code pour pas grand-chose. Mais qu'est-ce qui me manque pour finir ça? Qu'est-ce qui lui va pas... Il est pas capable de faire une addition inline, peut-être? Une affectation en même temps que le if. C'est pas impossible. Ah, il m'embête, hein, cet espace. C'était tellement plus simple de juste faire une concaténation. Non, toujours pas. Donc, pour rappel, hein, on avait juste ces deux lignes qui n'étaient pas là. Et j'essaie juste... Oh, il est capable d'inférer le type. Ok, c'est juste ça en fait. C'est ça qu'on est en train de dire. Il manquait un point virgule. C'est ça que je veux faire. C'est cargo run. On a toujours le même problème ici. C'est pas facile de concaténer des chaînes de caractères. Hein. Sachant qu'on n'est pas encore passé dans les strings là. C'est ça qui nous trahit. Build a sentence. Ça, c'est pour faire la conversion du type pour l'affichage, je suppose. Il m'embête ces espaces-là. Comment on pourrait rajouter un espace? Parce que ça, du coup, ça ne marche pas du tout. On va essayer d'aller tricher un petit peu. Donc on veut des mutes et des borrowed. Est-ce que... Alors, on peut faire des push str. Alors, on peut essayer des trucs comme ça. Hein. Je fais du copier-coller dégueulasse. Mais on va regarder. Donc on définit. Donc addition là. Donc le borrowed string, ici, on l'a déjà en fait. C'est notre word. D'accord? Bon, on va tester. Ça ne va pas marcher, hein, c'est voulu. Peut-être aussi mon plus égal qui fait n'importe quoi en fait. Hein. Sentence. Donc c'est bien un mute de string. Donc en fait, il faudrait qu'on fasse plutôt un push str de notre addition. Donc elle est mutable. Hein. On va pas faire des plus égales. Non, on a encore un problème. Hein.
Ah, et si on faisait 2 push str? Ça serait pas mal, ça. Plutôt que de définir un truc compliqué, on peut faire un if sentence.len strictement positif, else. Ah, on n'a pas de else. On peut faire ici un sentence, un push. Il va falloir sûrement le déréférencer ou faire un truc comme ça. Le borrow, pardon. Et sinon, dans tous les cas, on push. C'est pas addition, on va pusher le mot. Donc, on va finir par s'en sortir, hein, promis. On a toujours un qui fail. C'est les for loops. Donc on a avancé dans le path to enlightenment. Pas du tout. Pourquoi? Panic that index out of bounds. The length is 3. Donc c'est Euré, ligne 103. Ah oui. Le dernier, en fait, on l'affecte. Ah, c'est une bonne blague. Alors, je suis d'accord, le compilateur est assez puissant. Il fait des trucs assez costauds. Donc le problème, ici, c'est que tel qu'on l'avait fait, on faisait l'assert, et ensuite on augmentait en allant chercher dans le array. Donc ça, je pense que c'est pas bon à faire. Je pense qu'en fait, il suffit de l'incrémenter de 1 ici. Du coup, ça évitera le fait d'essayer d'accéder à un index en dehors du tableau. En fait, une fois qu'on fait le dernier assert de notre boucle, on allait assigner la valeur d'après. Et je pense que du coup, on sortait de la boucle. Ce qu'il nous dit là-dedans. Ok, youpi. Donc la suite, ça sera les entiers. Bon, il nous reste 10 petites minutes. On va quand même s'y attaquer un petit peu. Ok. Donc les entiers non signés pour commencer. Donc comme le nom l'implique, enfin le sous-entend, pardon, les entiers non signés U8, U16, U32, U64 ne peuvent pas être négatifs. Donc je pense que la valeur min, ça va être 0. Déjà, on va déjà lancer tel quel. Donc on a bien 10 erreurs. Et donc si ici je mets 0, donc on a une méthode min-value qui visiblement est deprecated sur le type qui nous donne la valeur minimale du type. On n'a plus que 9 erreurs, c'est qu'on est bon. Donc les entiers non signés peuvent être réduits seulement à leur valeur minimale de 0. Ah, c'est intéressant ça. Donc on part avec 10, auquel on enlève 10. Donc on devrait tomber sur 0. Donc ça va être égal, égal. Mais je vois pas... Ah, d'accord, pardon. Donc on vérifie visiblement compile time, qu'on peut pas descendre en dessous. On va voir. Donc on avait 9 erreurs, on devrait passer à 8. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc les entiers signés, de notre côté, ne peuvent pas... peuvent être négatifs, pardon. Du coup, je suppose que c'est un strictement inférieur à 0 ici. Donc I, c'est signé, et U comme unsigned, c'est non signé.
On va encore le lancer. On en a bien 7. On avance, on avance. Alors, les entiers signés peuvent être réduits en dessous de 0 jusqu'à leur valeur minimum. Petite astuce, la magnitude maximale d'un nombre négatif est plus grande que celle d'un nombre positif. Alors, ouais. Typiquement, sur un unsigned 8, la valeur positive maximale, ça va être 127, et la valeur négative maximale, ça va être moins 128, en général. Alors, on part de 0. Donc, notre num, là, il est égal à 0. Et on veut qu'un ajoutant négative, il soit égal à la valeur min. Qu'est-ce qui se passe si on ajoute 128, en fait? C'est ça ma question. Là, ça a l'air bon, hein. Can be reduced below 0. Ok, à vérifier. Donc, soit on fait ce qu'on vient de faire là, mais du coup, le let négative égale 128, ça me plaît pas du tout. Bon, à vérifier après coup. Mais dans l'idée, donc soit on a fait un overflow et du coup on a rebouclé sur les entiers, ce qui est une possibilité. Mais je m'attendais à ce que le compilateur nous empêche de faire ça en fait. Bon, on verra après coup. L'addition d'entiers positifs marche à peu près de la même façon que pour les entiers signés ou non signés. Donc on définit sig égale 0, qui est un entier signé, unsig égale 0, qui est un entier non signé. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? On veut que sig soit égal à la max value de i8 et que unsigned soit la max value. Donc ils étaient égaux à 0. Donc le signé, ça va être 127. Truc comme ça. Comme ça. Ok, a priori. Donc là, ils nous font vraiment voir les valeurs max, etc. Donc par défaut, ils sont non mutables et du coup, il faut les déclarer mutables pour pouvoir changer leur valeur. Bon, là, ça passe, mais c'est pour le principe. Ah, on a quand même encore des trucs en erreur, hein. On va voir, mais... Not found, not found. On a 3 erreurs, en fait. La première se passant à la ligne 55, qui est ici. Donc, les variables immutables classiques ne peuvent pas être changées. Les versions mutables le peuvent. Let num égale 1. Mut num. Donc il faut faire un let mut num. Comme ça. On peut préciser le type, en effet, et sinon il est capable de l'inférer. Même l'IDE nous le dit.
Ok, donc on a encore des petits soucis. Tant mieux. Donc là, on revient sur nos histoires d'entiers, positifs, négatifs, tout le bazar. Donc on revient à la ligne 28, ici. Donc on avait des trucs qui compilaient pas à cause des doubles underscores, une fois qu'on les a remplacés. Donc ça tombe bien, l'overflow visiblement ne marche pas, hein. Donc ça va être moins 127, probablement. Ok, il nous reste un test qui ne marche pas. Et après, on s'arrêtera à la fin de celui-là, je pense. Ce sera déjà très bien. Ok, on a pris une panique sur une insertion sur la min value à la ligne 29. D'ailleurs, effectivement, c'est moins 28, pas moins 27, ce que je disais tout à l'heure. En positif, ça va être à 127, et en négatif, ça va être moins 128. Et du coup, on passe. Et donc, la prochaine fois, on va revoir le Path to Enlightenment, on aura à faire les vecteurs. Donc je pense qu'on va refaire encore une session là-dessus, histoire de finir tous ces Kohan Rust. C'est intéressant, j'apprends des trucs de base sur le langage. Ça permettra de manipuler quelques trucs déjà. On a vu les mutes, on a vu la définition des fonctions inline, tout ce qu'on pouvait appliquer aux arrays. Ça fait déjà une bonne petite base. Allez, on se revoit bientôt pour la suite, probablement mardi matin du coup. Je pense. Et comme d'hab, toujours les émissions du jeudi soir, avec un peu plus de monde. Merci bien, à bientôt.